Quels autres champs d'extension des questions stratégiques comparables en intensité, en portée, méritent d'être mentionnés selon vous? Disons, pour faire simple, c'est que la puissance, c'est ce que j'ai. Hein, j'ai un pays de tant de centaines de kilomètres carrés, j'ai tant de têtes de missiles nucléaires, j'ai une population de tant, j'ai un PIB de tant. Et ça se confronte à d'autres puissances comparables. L'influence, c'est la capacité de faire agir ou réagir autrui de la façon qu'on veut. Alors là aussi, l'influence, c'est pas quelque chose de très nouveau. Et par exemple, Alexandre de Macédoine était quelqu'un qui avait très bien compris les principes de l'influence culturelle et religieuse. Alors, ce qui est fascinant, c'est la montée des stratégies d'influence. Par exemple, pendant la guerre froide, ce que les Américains appelaient la public diplomacy, la diplomatie publique, comment lutter, mais il n'y avait qu'un seul compétiteur à l'époque, contre le communisme en accueillant des jeunes gens des élites aux États-Unis, en émettant par des radios qui franchiraient le rideau de fer. Quand il n'y a plus de communisme après la chute du mur, on s'est recentré sur des politiques dites de soft power. Le soft power, c'est le pouvoir doux d'attirer, de faire partager son modèle, ses valeurs. Alors ses valeurs dans tous les sens, hein. Sa langue, ses diplômes universitaires, ses méthodes de comptabilité, ses méthodes de droit. Donc c'est partager et attirer à la fois. Et évidemment, ces stratégies de soft power qu'on imaginait à l'époque occidentale unilatérale émanant des États-Unis et illuminant le monde, eh bien, elles se sont heurtées premièrement à un retour du tragique ou du conflit, le 11 septembre, par exemple, le 12 septembre au matin. Tous les Américains se demandent « Why do they hate us ?» Pourquoi est-ce qu'ils nous détestent? Pourquoi est-ce que le soft power de notre démocratie libérale, de prospérité, d'ouverture culturelle ne parle pas à ces gens-là? Donc ça, c'est déjà un premier point. On verra qu'il y aura d'autres sources d'hostilité. Et le deuxième point, c'est que ce soft power qui émanait du modèle occidental qui se voulait universel, il en rencontre au moins deux autres, le chinois et le russe, qui à leur tour, au service d'une vision du monde que certains appellent illibérale, mais en tout cas qui n'est pas celle des Américains, sont capables de rayonner par leur prestige, d'avoir des institutions, d'avoir des médias comme les médias russes, ou d'utiliser des thèmes qui vont parler à tout le monde, comme le grand projet des routes de la soie chinois. Alors du coup d'ailleurs, on voit se produire un effet de panique chez un certain nombre de think tanks américains qui étaient dans une phase, disons dans les années Clinton, une phase conquérante où tout le monde devait se conformer à un modèle occidental, s'inquiètent beaucoup de ces contre-influences ou influences contraires et contradictoires, et on même produit assez récemment le concept que je trouve amusant de sharp power, le pouvoir pointu. Donc le sharp power, ça serait le pouvoir qu'exercerait la Chine et la Russie. La Chine, par exemple, par son influence en Afrique, et la Russie par ses interventions en Europe de l'Est et, dit-on, dans les élections, le Brexit, l'élection américaine, certains disent même en Catalogne, ce qu'on aurait appelé de la subversion, quand on était très à droite à l'époque de la guerre froide. Donc crée une véritable inquiétude. Donc il n'y a plus un soft power, il y a un jeu qui s'est ouvert entre ses capacités de formater l'autre, de le séduire, de lui parler, de trouver d'autres champs. Mais bien entendu, d'autres pays rentrent à leur échelle dans ce jeu. L'Inde, par exemple, de manière remarquable. Peut-être qu'après tout, il serait pas mal qu'il y ait un pouvoir d'influence européen un peu plus sexy. Utilisation du hard power, du soft power, du sharp power.
N'a-t-on pas tendance en Occident à oublier que fondamentalement, la stratégie, c'est une dialectique des volontés? Oui, mais il faut savoir quelle volonté on veut vaincre. Alors, il me semble effectivement que nous avons, toujours entre guillemets, nous occidentaux, deux problèmes dans ce domaine-là et j'ai écrit un article « Au secours, Clausewitz, réveille-toi », ils sont devenus fous. On devrait peut-être revenir à certains fondamentaux. Premièrement, il y a des moments où on utilise le hard power. Il y a en ce moment, je pense, des avions français en Irak et en Syrie et ils ne jettent pas des fleurs. Donc le problème lorsqu'on est amené à recourir à la force militaire, même si c'est pour des interventions extérieures au service de la paix, c'est qu'il faut se souvenir que la guerre n'est qu'un moment en vue de la paix. Et elle n'a qu'un but, c'est de faire céder la volonté de l'adversaire. Donc si on ne sait pas très exactement qui est son adversaire et qu'on ne peut pas signer un traité de paix avec lui, on a un problème et ça s'appelle par exemple l'embourbement. Donc là on a un problème stratégique, il faut se rappeler les fondamentaux. Une expédition militaire, c'est pas une expédition policière ou judiciaire ou une manifestation de la morale, ça doit avoir pour un objectif précis, vaincre quelqu'un et l'amener à renoncer à déposer les armes. Si on ne peut pas le faire, on n'y va pas. L'autre problème qui se pose, c'est que il faudrait que nous rappelions que notre vision du monde n'est pas la seule. Nous n'avons pas subitement, vers 1989, découvert des valeurs universelles destinées également à être perpétuelles. Il y a des gens qui ont une autre vision du monde que nous. Ça peut être les Chinois, ça peut être les Russes. Et il faut, je crois, admettre que le monde des idées, selon le monde Weber, le monde de la lutte des dieux et des valeurs. Et il ne faut pas, par exemple, traiter toute altérité idéologique comme une forme de délire de méchanceté ou de mensonge, parce que sinon on se condamne à ne rien y comprendre. Ce que je dis vaut par exemple pour le terrorisme. Il ne me semble pas très intelligent, en tout cas pas très efficace, de le psychiatriser en disant que ce sont des problèmes sociaux de gens au bord de la folie. Il y a derrière tout ça une vision du monde, des textes tout à fait expliqués ici, et il faudrait peut-être chercher à comprendre ce qu'ils veulent et comment ils fonctionnent. Je vous remercie pour les clarifications et pour les nouveaux développements que vous nous avez apportés. Eh bien, merci à vous, ce fut un plaisir. Pour prolonger cette semaine et cette rencontre, vous pouvez consulter, outre l'ouvrage de François-Bernard Huyghe, les ouvrages que nous avons sélectionnés autour des thématiques que vous avez abordées pendant cette semaine.